Bonsoir à tous et bienvenue à tous, surtout. Nous sommes à la chronique de l'entrepôt sur les ondes de la radio universitaire niçoise, la première radio universitaire de Nice. Cette chronique bi-hebdomadaire qui aura lieu donc une fois toutes les 2 semaines a pour but d'inviter les étudiants des différents campus à débattre ensemble. Donc, nous sommes une association que je vais te laisser présenter. Donc, effectivement, cette chronique est organisée par l'association Anthropolitique Niçois, l'association étudiante qui a pour but de promouvoir le débat d'idées chez les jeunes. Nous organisons donc régulièrement des cafés-débats dans Nice. Au cours de ces moments d'échange démocratique, les idées de l'extrême droite à l'extrême gauche sont les bienvenues. Donc, elles sont exposées avec méthode et respect. Donc, ça, dans l'organisation, donc celui qui animera avec moi le débat, c'est Maxime Marancier, responsable de la chronique radio au sein de l'association. Bonsoir. Donc, avec moi ce soir également deux étudiants, donc Quentin Debaune, représentant de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant en deuxième année de licence en histoire, parcours sciences politiques. Et je suis aussi syndicalisé dans Sud Solidaire étudiant. Très bien. Et donc le second invité du soir, Mathieu Cavaro-Solaire. Bonsoir. Donc représentant des jeunes avec Macron dans le 06. Et étudiant en Master 2 en droit pénal. Excellent. Donc ce soir, nous allons aborder donc différents thèmes, la situation politique actuelle de vos différents partis, les réformes prévues sur l'enseignement supérieur, la loi travail, la PMA et la suppression de partie de l'ISF et finalement le rachat d'Alstom. Ça vous va? Très bien. On peut Super. commencer donc. Donc le premier point qu'on va aborder, donc c'est la situation politique. Donc première question, elle sera pour vous, Quentin Debaune. Donc Macron a eu le 14 mai 2017, Jean-Luc Mélenchon termine 4e du premier tour. Comment expliquez-vous aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon soit le principal opposant politique à Emmanuel Macron? Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la politique a horreur du vide. L'élection avec brio d'Emmanuel Macron à la présidence et son écrasante majorité aux assemblées lui permet de s'imposer comme figure principale du pouvoir. Cependant, on peut remarquer que les principaux pouvoirs et partis d'opposition ont imposé. Déjà, le Parti socialiste, qui existe difficilement, disons, les Républicains, qui sont divisés et qui manquent de leadership. Et il s'avère aussi que la France insoumise a un très grand atout de communication avec un porte-parole qui est reconnu par tous comme l'un des plus grands tribuns de la scène politique française, et des jeunes députés qui font tout ce qu'ils peuvent pour défendre leur vision de la politique. Et pour vous, c'est principalement grâce à Jean-Luc Mélenchon que vous êtes actuellement le principal opposant à la politique d'Emmanuel Macron. C'est une figure charismatique. Il est nécessaire pour nous de faire état de sa domination, en tout cas d'une domination du parti de gauche à l'intérieur de la France insoumise. Cependant, on peut quand même remarquer l'émergence d'autres figures et un partage du pouvoir, ou disons, non pas du pouvoir, mais de l'influence, à travers notamment Ensemble, Clémentine Autain, François Ruffin, qui est indépendant, etc. Que faites-vous alors ne prenez-vous pas en compte le paramètre de la destruction de la droite républicaine qui, du coup, mécaniquement ferait émerger Jean-Luc Mélenchon comme leader de l'opposition à la politique du gouvernement? Étant donné que le centre de la gravité de la politique s'est déplacé, je pense, et cela fait plusieurs décennies, vers la droite, et étant donné que le PS s'est affaibli, il semble normal que la gauche du PS prenne une place plus importante, prenne un poids plus important. Cependant, il faut prendre garde à ce que ce ne soit pas une bulle comme a pu l'être, excuse-moi, la bulle, en tout cas médiatique de Macron, car le problème, c'est que cette caractérisation de premier opposant est essentiellement médiatique et repose beaucoup sur des éléments de communication que je considère comme excellents, mais qui ne suffisent pas à construire une véritable force d'opposition. Juste avant de donner les paroles à Mathieu Cavaro, juste, quand vous avez évoqué la gauche du PS, est-ce que vous évoquez également Benoît Hamon? Petite partie de vos rangs. C'est une question qui divise la France insoumise, parce que l'on considère que sur de nombreux points, Benoît Hamon est audible. Cependant, sur d'autres questions, nous nous opposons. Cependant, nous avons remarqué que Benoît Hamon a quitté le PS et a créé son mouvement qui doit encore être renommé, et qu'il s'est rallié lors des manifestations nationales
au mouvement lancé par la France Insoumise, notamment lors de la dernière manifestation à Paris. Mathieu, je me tourne vers vous. J'ai vu que vous avez pris quelques notes et vous avez sûrement envie de réagir aux propos de votre camarade. Notamment, je voudrais revenir sur l'aspect de la médiatisation de la campagne de Macron. Est-ce que vous pensez que c'est son seul atout et que ce dernier a été élu sur seulement sa communication? Pas du tout. Pas du tout. Emmanuel Macron a d'abord été élu sur un programme. On lui reprochait pendant de longs mois de ne pas avoir de programme. C'est faux. On le voit aujourd'hui. Il réalise ses promesses de campagne, puisqu'il en avait. Il réalise un travail dès le lendemain de son élection, ordonnance de travail. PMA en 2018, le débat va être ouvert. Oui, nous allons en parler après. Suppression ou transformation de l'ISF plutôt. Donc non, Emmanuel Macron n'est pas une bulle médiatique, c'est une bulle contre le pouvoir traditionnel, je pense, parce que les Français le demandent. Donc Emmanuel Macron était élu le 14 mai 2017, avec 65% des voix au second tour. Et actuellement, dans les sondages d'opinion qui tombent, Emmanuel Macron subit une chute sans précédent. Comment expliquez-vous? Je l'explique pour deux raisons fondamentales. Deux raisons. Une part, l'état de grâce, qui s'amenuise au fil du temps. D'accord, comme tous les présidents auparavant, l'état de grâce diminue. Et c'est surtout un président qui réalise ce qu'il a promis. Dès le lendemain, comme je vous l'ai dit, s'est mis au travail. Donc effectivement, ça ne peut pas plaire à tout le monde au même moment. Mais je suis sûr que la cohérence, de ces réformes, d'ici quelques années, vont porter leurs fruits. C'est sûr ça. Après, je peux concevoir tout à fait qu'il y a encore un besoin d'explication, de pédagogie pour les Français, d'expliquer ces réformes, d'expliquer les conséquences positives de ces réformes. Mais j'aimerais réagir à quelque chose que mon interlocuteur a dit. Vous dites, plutôt Loïc, tu l'as dit, vous dites que Jean-Luc Mélenchon est la principale force d'opposition. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je le pense pas. Pour moi, vous parlez de bulle médiatique de Macron. Effectivement, j'aimerais bien accorder ce qualitatif à Mélenchon. Il est vrai que Jean-Luc Mélenchon a fait un score de 19%, un score très honorable. Mais j'aimerais quand même que vous me rappeliez le nombre de députés France Insoumise à l'Assemblée. En effet, nous n'avons qu'un groupe de 17 députés, étant donné la construction et le processus d'élection des députés. D'accord, nous sommes d'accord, 17 du coup. Mais depuis, je comprends pas, depuis nous avons effectivement un phénomène médiatique de Jean-Luc Mélenchon. Nous parlons plus de son discours agressif, voire calomnieux envers Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous parlez d'une mobilisation, vous parlez d'une France insoumise forte, mais la dernière manifestation a réuni combien de personnes? 150 000 selon vous, 30 000 selon les policiers. Allez, 60 000 selon les indépendants. On s'écarte un petit peu du sujet. J'aimerais concentrer. Bien sûr, brièvement. Considérons que le compte fait par les autorités était à midi et que le début de la manifestation était à 14 heures, je pense qu'il y a un léger décalage. Je pense qu'il est honorable de réunir 30 000 personnes deux heures avant la manifestation. Considérons que de nombreux médias ont repris le chiffre de 150 000, voire 170 000. Donc je ne pense pas qu'il est nécessaire ici de faire une bataille de chiffres, même si en soi, évidemment, ce ne sont pas des manifestations monstres comme nous avons pu connaître auparavant. Du coup, nous sommes d'accord que nous tablons sur un peu moins de 150 000, plus du côté des indépendants. D'accord. On table sur une manifestation de mi-temps. En effet. Bon, comme vous l'avez dit, les chiffres ne sont pas forcément la principale préoccupation, mais plutôt les idées, et c'est ce que nous cherchons à transmettre. Donc, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit à propos de la pédagogie du gouvernement que Emmanuel Macron doit s'efforcer de mettre en place. Et c'est pourquoi je vous demande, pour aborder le nouveau thème, à savoir l'enseignement supérieur, de nous expliquer à nous et aux auditeurs ce qu'il a voulu dire dans l'interview qu'il a donnée jeudi dernier au Point à propos de la fin du mythe de l'université accessible à tous. Nous sommes face à une réalité insatisfaisante. Reprenons la base. APB, ça n'a pas marché cette année. Une centaine d'étudiants se sont retrouvés sans faculté au mois de septembre. Et puis l'échec. 60% des étudiants en première année, notamment en droit, pour l'avoir vécu, je peux vous le dire, échouent la première année, dont un tiers de ces étudiants qui ne reviendront plus à la fac de droit.
Donc effectivement, il y a un besoin de plus d'orientation, plus euh, de pédagogie, enfin d'explication sur des filières qui ne correspondent pas forcément à tous les étudiants. Déjà, ça c'est un point nécessaire. Et après, nous allons en parler des prérequis. Mais oui, je vous avance. Mais c'est une question d'adéquation. Il faut que l'étudiant aille bien dans une faculté ou dans une école qui correspond au métier qu'il veut faire et à ses compétences. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait à sélectionner donc après le bac les étudiants qui vont faire des études supérieures et ceux qui n'en feront pas? Concrètement, comment est-ce qu'on fait? Non, on ne sélectionne personne. On ne sélectionne personne. On dit juste aux étudiants, avec une meilleure orientation, de meilleures informations, de dire voilà, la filière qui vous intéresse, avec lesquelles vous possédez des compétences, c'est celle-ci. Donc ils ont les prérequis. Ils ont les compétences basiques, j'ai envie de dire, pour entrer dans les études supérieures de telle ou telle université ou telle école. C'est gagnant-gagnant. Les étudiants réussissent mieux leurs études supérieures et les facultés ont un taux de réussite supérieur et une pédagogie adaptée à des étudiants qui vont continuer dans la durée ou non leurs études supérieures. Et c'est avant tout pour des raisons économiques. Non, c'est pas une question de... Non, c'est pas une question de meilleure formation. Pour orienter, je vous le répète, pour orienter au mieux les étudiants, et en plus, au final, quand ils vont rentrer sur le marché du travail avec des compétences solides, ils vont trouver plus facilement un emploi. En tout cas, c'est ce que je pense. Pourtant, le budget de l'enseignement supérieur va être réduit dans le budget 2018 d'environ 300 millions d'euros. Alors, on va laisser la parole à Quentin qui va nous expliquer ce qu'il pense de tout ceci. Tout d'abord, je voudrais citer une personne et je voudrais voir si tu sais qui a donné s'est exprimé ainsi. Ce que l'on détruit brutalement d'un simple trait de plume budgétaire ne se reconstruit pas en un jour. Les organismes nationaux de recherche vont devoir arrêter les opérations en cours et notamment limiter les embauches de chercheurs et de personnel technique. Ce coup d'arrêt laissera des traces, et ce pour de longues années. C'est un suicide scientifique et intellectuel. Cette personne, c'est Cédric Villani, qui est maintenant député de La République En Marche, qui co-signait cette déclaration en 2016 face à la réduction du budget de l'enseignement supérieur de la recherche sous Hollande. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que M. Villani défend cette coupe budgétaire de 331 millions. Considérons qu'il y en a 135 qui sont déjà prévus à l'avance. Ça fait toujours une coupe sèche de 200 millions dans un budget et dans un domaine qui est absolument primordial. On ne peut pas considérer à long terme un développement économique, technologique, intellectuel d'une nation si l'on réduit ses capacités d'enseignement et de formation. Et justement, il est là le débat. En réduisant le nombre d'élèves par classe à l'université, vous offrez une meilleure formation. C'est ça l'enjeu d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas. Je crois avant tout que l'on ne sait pas comment faire pour gérer les 40 000 étudiants supplémentaires par année qui arrivent en plus de la normale. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les universités, les amphithéâtres sont pleins, les salles ne sont pas rénovées, il n'y a pas d'investissement d'État suffisant. Je pense que ce n'est vraiment pas la bonne voie d'aller vers une réduction d'un filtrage. Forcément, c'est un filtrage. Considérons que, d'une part, seuls ceux qui auraient les prérequis suffisants pour aller à l'université puissent passer. Et ça veut dire que ceux qui viennent des lycées moins favorisés, qui auront donc de moins bonnes notes, ils feront comment? Après, il faut rappeler que l'université, c'est pas la voie d'accès à toutes les études supérieures. Il y a aussi des filières technologiques et d'autres formes d'études supérieures. Je sais bien, c'est pour ça que dans notre programme, nous prévoyons le programme de Jean-Luc Mélenchon. Oui, de fusionner les grandes écoles et les divers instituts de formation avec l'université pour créer un véritable grand pôle public de la formation. Donc, fusionner les grandes écoles, universités, c'est ça? Oui. Et où est la réussite? C'est une question de société. Soit l'on considère qu'il faut accorder à tout jeune de pouvoir faire des études supérieures dans de bonnes conditions, soit l'on abandonne complètement l'idée et l'idéal républicain. Vous voulez réagir sur ce propos, Mathieu?
Moi, je suis étonné parce que comment vous parlez de l'orientation et de la formation, mais pas au niveau de l'université, au niveau des lycéens. Et vous me dites que ceux qui sont dans les quartiers défavorisés ne vont pas avoir une formation suffisante. Le dédoublement des classes de CP-CE1 sont bien quand même des classes primordiales pour apprendre toutes les bases qui vont nous servir pour toute notre vie, à savoir la lecture, l'écriture. Donc selon vous, l'enjeu se situe non pas dans l'enseignement supérieur, mais bien avant au lycée, collège et primaire. Et bien sûr. Parce que vous arrivez en université, comme je vous l'ai dit, une majorité d'élèves, en tout cas dans certaines filières, ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils pensent que le droit, par exemple, je sais, pour avoir entendu parler des gens comme ça, parce que c'est une voie, on va tester une année, on va bien voir, ça m'intéresse pas trop, je sais pas encore, je suis en dents de scie. Après le bac, ils sont encore dans l'hésitation. L'orientation, bien avant l'université, collège, lycée, et surtout, enfin, lycée aussi également, il faut qu'elle soit renforcée. Vous ne pensez pas que ce serait une mesure qui traiterait les symptômes et du coup non pas les causes de cette maladie de l'enseignement en privilégiant l'enseignement supérieur alors que vous venez de dire que la vraie formation se fait au lycée, au collège et pourquoi donc ne pas réformer d'autres institutions comme le baccalauréat? Mais alors, déjà, je vous rappelle que les classes de CP1 sont déjà réformées. Donc, partons de la base pour arriver, et je vous rappelle également qu'il y aura un fort investissement sur tout ce qui est, pardon, excusez-moi, sur, oula, sur 15 milliards d'euros investis pour la formation des jeunes. Il faut aussi redonner à certaines filières technologiques, comme vous l'avez dit, ou apprendre l'apprentissage, qui est quand même merveilleux, redonner ses chances à toutes ces filières qui sont délaissées ou considérées comme des filières, on va dire, excusez-moi, poubelles pour certains. Pour être à un dîner de famille, combien de fois, avec des amis, combien de fois on a vu des parents les yeux ébahis quand leurs enfants disaient il a envie d'être boucher ou menuisier. Vous ne pensez pas que les 98-95% d'obtention du baccalauréat dans les filières générales, c'est un petit peu le vrai problème qui amasse tous ces individus à l'entrée des universités et du coup, ça serait plutôt là-dessus où il faudrait réformer? Vous voulez réformer le baccalauréat, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ce que je vous demande. Et non, je ne pense pas. Je pense que même avec un baccalauréat en poche, une meilleure information sur l'université ou sur les écoles possibles peuvent tout simplement aider les étudiants à mieux s'orienter et pas forcément choisir des voies d'accès, des facultés où la sélection n'existe quasiment. Donc, Quentin de Beaune, on réforme le baccalauréat ou on réforme pas? C'est une question intéressante, mais je veux dire que je suis d'accord avec l'analyse de mon compère, dans le sens où il faut absolument reconsidérer l'éducation et la formation euh, des jeunes au lycée, au collège et même avant. C'est pour ça que la question de la division par deux du nombre d'élèves par classe est une question essentielle. Je suis d'accord avec vous. Là, c'est la question de savoir comment est-ce que c'est seulement dans certaines classes? Moi, je pense qu'il faudrait l'étendre à tous les niveaux. Et là encore, ça considère une réforme générale du système éducatif que nous souhaitons. Et entre autres, tu disais, enfin, je te tutoie, ok, qu'il n'y aurait pas de réforme du baccalauréat. Mais pourquoi M. Blanchet alors propose-t-il une réforme du baccalauréat à l'horizon, je ne sais plus exactement si c'est de l'année prochaine ou dans 2 ans, donc 2019, avec la considération d'un contrôle continu à 50% et 50% de notes finales, de contrôle final. C'est une question. Ah oui, je comprends ta question. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas nécessaire de réformer le bac. Je dis juste qu'effectivement, pour cette année universitaire en particulier, il n'y a pas eu de réforme du bac. La réforme du bac interviendra, comme vous l'avez dit, en 2019. Nous sommes en 2017. Concernant les propos que vous avez tenus sur la valorisation des filières technologiques, je tiens à rappeler que, d'après toujours le budget 2018 qui a été voté, on attend du côté de l'enseignement scolaire et du côté de l'enseignement technologique une économie de 80,6 millions qui se profile. Est-ce que c'est vraiment une valorisation du coup, puisqu'on enlève du budget? L'utilisation du budget, j'ai envie de dire, dépend où il va. C'est-à-dire que les dépenses que vous mettez doivent être mieux orientées. Il faut revenir aux fondamentaux. L'éducation au sens large, l'éducation, les bases qu'Emmanuel Macron veut mettre en avant dans les plus petites
petites écoles comme dans l'orientation de la formation. Donc, vous me dites, passer le coup budgétaire, je suis étonné parce que, pour ma part, je crois avoir entendu notre cher ministre de l'enseignement supérieur, pour revenir à l'enseignement supérieur, C'est mon doyen de Nice, voilà, on connaît bien. oui, je ne l'ai pas connu. Voilà, excusez-moi, je ne l'ai pas connu. Parler d'une augmentation du budget de 700 millions d'euros en 2018. D'accord. Moi, de mes sources viennent du Parisien, un entretien avec le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérard Darmanin, le 12 juillet dernier. À s'entendre, bon, on n'a pas moyen de vérifier pour l'instant, mais la question reste en suspens. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur l'enseignement supérieur ou on passe au thème d'après, comme vous le voulez? Une réaction rapide. Tu disais qu'il fallait recentrer sur, disons, les segments les plus importants de l'éducation. Mais considérant que c'est presque 200 millions de coupes franches dans le budget de l'éducation supérieure, va surtout impacter les formations supérieures, la recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durable, ainsi que, d'autre part, l'enseignement supérieur dans les matières économiques et industrielles. Et enfin, pour une plus petite part, sur la vie étudiante, comment pouvez-vous nous dire ici que votre priorité c'est l'enseignement et en même temps couper dans les budgets de l'enseignement supérieur? On coupe peut-être dans le budget de l'enseignement supérieur. On investit 15 milliards pour la formation des jeunes, je crois, pour le budget de l'année prochaine, dans mes souvenirs. Nous favorisons l'apprentissage, qui est une filière délaissée. Nous favorisons les petites classes, le CPC, nous favorisons l'orientation, la formation, la réorientation, l'insertion professionnelle. Donc, Mais l'un n'empêche pas l'autre. nous sommes tout à fait d'accord. Et quand je vous dis des investissements dans les 15 milliards et que vous me parlez de, je crois, vous m'avez dit combien? Proche de 250 millions. Pour cette année. Pour cette année. D'accord. N'avez-vous pas peur de délaisser l'enseignement supérieur universitaire et plus précisément la recherche au profit de la formation et de l'apprentissage? Je conviens bien qu'il faut un équilibre, mais l'équilibre est-il ici respecté au niveau des financements? Peut-être que l'équilibre est déjà souhaitable, ça c'est sûr, mais nous avons justement délaissé certaines formations et favorisé des facultés et des études supérieures pour un taux de réussite dès les premières années très bas. Donc revenons en amont de l'enseignement supérieur pour que justement à l'entrée de l'enseignement supérieur, il y aurait une meilleure répartition des étudiants, une meilleure réussite de ceux-ci. Dorénavant, nous allons parler de loi travail. Donc, comme vous l'évoquez en introduction, il y a eu des manifestations le 10 octobre, dont les Mélenchon étaient présents. Celles-ci ont concerné les fonctionnaires qui ont fait front. Tous les syndicats ont fait front ensemble, mais c'était rare qu'ils fassent front ensemble. Donc, des nouvelles manifestations contre la politique globale d'Emmanuel Macron, notamment pour la loi travail. La loi travail, vous avez nommé loi travail 2.0, pour référence à la première loi El Khomri. La première question sera une question là pour vous, Quentin de Beaune. Pourquoi êtes-vous contre cette loi travail? Pour de multiples raisons. Considérons d'abord que cette loi travail est dans la ligne droite de la loi El Khomri, où j'aurais envie de dire que c'est aussi une loi Macron derrière la façade de Madame El Khomri. C'est une loi qui est dans la continuité du renversement de la hiérarchie des normes, en considérant que la démocratie d'entreprise, avec les référendums locaux des salariés qui donc approuveraient des accords qui seraient inférieurs à la loi, inférieurs à l'accord de branche. Premier point, cette démocratie d'entreprise, cette conception de la démocratie d'entreprise est erronée, fondamentalement. Parce que, d'une part, les syndicats sont très faibles, la syndicalisation est très faible. Nous ne sommes pas dans les pays scandinaves où 85% de la population est syndiquée. Deuxièmement, pour finir ce premier point, il faut considérer que lors d'une négociation, la direction aura toujours un avantage, aura toujours un moyen de faire pression sur ses salariés. Et quand on est un subordonné, eh ben c'est la loi qui protège. Est-ce que vous dites, c'est valable pour du CAC 40, mais vous vous rendez bien compte que pour les TPE, PME, le fait de ne pas pouvoir licencier facilement était un frein à l'emploi. Considérons en effet que les TPE et PME, leur principal problème, avant toute chose,
c'est qu'ils n'ont pas de carnet de commande rempli. Considérant qu'une bonne politique de demande qui s'appuierait sur les commandes massives de l'État et sur, comment dirais-je, un soutien à l'investissement et à la production auprès des grandes entreprises qui sous-traitent auprès de ces auprès de ces petites entreprises, je considère que c'est un dirigisme d'État censé, raisonné, planifié, qui peut aider les petites entreprises. Donc, on reviendra vers vous pour continuer ce débat et de juste donner la parole à Mathieu Cavaro. Donc, et vous, pourquoi êtes-vous pour cette loi? J'aimerais juste revenir 2 minutes Bien évidemment. sur ce que a été dit précédemment. On me parle des fonctionnaires qui défilent dans la rue contre la loi travail de France. Les fonctionnaires ne sont pas concernés par la loi travail. Bien sûr, des Français. Oui, mais je veux juste préciser que les fonctionnaires ne sont pas directement concernés par la loi travail. Mon interlocuteur parle d'une démocratie d'entreprise erronée. J'ai l'impression d'entendre la lutte perpétuelle du salarié contre l'employeur. Perpétuelle. C'est une manie en France d'opposer le salarié à l'employeur. Et vous savez-vous comment commence la relation entre un salarié et un employeur? Par le contrat de travail. Vous allez me dire le contrat de travail est déséquilibré, que le salarié est en position faible. Pourquoi pas, il y a des arguments qui se défendent sur ce point-là, je n'ai rien à dire. Mais l'offre de travail, il est donné au salarié, et le salarié est libre de l'accepter. Le contrat de travail, c'est bien un contrat entre deux personnes conscientes qui vont signer et qui vont collaborer ensemble pendant plusieurs mois, plusieurs années. Moi, je suis pour cette loi travail. On nous dit hiérarchie de l'entreprise, la démocratie d'entreprise, c'est tir erroné. Je ne vois pas où est le mal à vouloir privilégier des accords d'entreprise, un dialogue entre directement le salarié et l'employeur, parce que vous savez que dans les PME de moins de 50 salariés, un salarié pourra directement parler avec son employeur. Et qui d'autre qu'un salarié connaît le mieux les préoccupations d'un salarié. Donc, plus de dialogue social adapté à la réalité économique, parce que la réalité, elle est quoi aujourd'hui? Les entreprises, effectivement, quand elles commandent vide ou quasi vide. Ils ont des difficultés, une rigidité faite par notre code du travail qui est insupportable pour les employeurs et les investisseurs. Tout cela freine l'embauche, ou on fait une embauche précaire, CDD, et j'en passe. Donc non, il n'y a pas une inversion de la hiérarchie des normes. Il y a une favorisation de l'entreprise parce que chaque entreprise est différente. Chaque entreprise connaît des difficultés différentes. On va juste revenir sur 2 points que vous avez évoqués. Premier, vous avez dit qu'un patron qui embauche moins de 50 employés pourra directement engager un discours avec eux, avec le représentant salarial. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'auparavant, il devait engager la conversation avec un syndical. Est-ce que vous ne pensez pas que le droit syndical est quelque peu violé avec cette loi? Pas du tout. Pas du tout. Je ne vois pas en quoi discuter avec un salarié qui connaît la situation de l'entreprise. Je ne dis pas que les syndicats ne la connaissent pas, ils doivent également la connaître, très bien d'ailleurs. Mais c'est tout à fait normal qu'au jour d'aujourd'hui, un salarié, vous avez dit désigné par ses autres collègues, puisse directement parler à l'employeur, parler de ses revendications en quelque sorte, parler des problèmes qu'il rencontre, parler, je ne sais pas, des conditions de travail. Pour moi, il n'y a pas de viol du droit syndical. Vous ne pensez pas que ce dialogue social, comme vous l'appelez sans cesse, ne va pas instaurer donc, un dialogue, effectivement, mais non équilibré entre l'employeur qui a une position de puissance sur le salarié avec ce fameux droit de licenciement qui serait plus souple avec la loi? Imaginez-vous dans une entreprise en grande difficulté économique. On fait quoi? On licencie? Plan social. Attendez. Plan social. Plan social. Certaines entreprises, et même, j'avais dit à la majorité des entreprises qui se sont trouvées dans des difficultés économiques et qui ont trouvé un accord entre les salariés et l'employeur. On parle d'augmentation du temps du travail, je sais que vous êtes contre. On parle peut-être plus de travail et plus d'heures travaillées. Mais au final, l'entreprise, allez regarder l'entreprise Smart en 2013, elle s'est bien relevée avec un accord. Sans compter que les salariés, dans certains cas, peuvent reprendre l'entreprise, faire une offre de relance, faire une offre de réinvestissement dans l'entreprise. Pour moi, c'est des solutions qu'il faut
privilégié. Imaginez une entreprise du CAC 40, une grande entreprise, En parfaite santé. comme Alstom, sur laquelle nous reviendrons par exemple, ou comme la Banque Populaire, qui licencie à tour de bras, que vous n'avez pas facilité le licenciement avec cette loi. Non, ça, faciliter le licenciement. Pour moi, quand je dis faciliter le licenciement, j'entends faciliter l'embauche. On est bloqué. La situation économique est bloquée. On n'embauche plus, il n'y a plus d'emploi. Et à l'inverse, vous avez d'autres entreprises ou d'autres branches d'activité qui ne trouvent pas de salariés. Mais moi, je ne comprends pas que dans un système comme le nôtre, sans sacrifier la sécurité du salarié, on ne puisse pas trouver des accords, comme on dit dans une PME, TPE, comme dans un grand groupe. Je suis d'accord qu'il y a des licenciements qui sont abusifs. Je suis d'accord également qu'il y a des plans économiques pour licencier parce qu'il y a l'entreprise part à l'étranger. Dans ce cas-là, il faut être ici également pour le salarié licencié. L'offre de formation, la continuité de la formation. Je donne la parole à Quentin. Une dernière question. Dans les TPE-PME, donc, qui, selon vous, sont avantagés par cette loi. Si donc demain, un patron décide donc d'établir une semaine de travail de 39 heures, alors que l'employé a signé un contrat de 35 heures. Si l'employé refuse de travailler 39 heures, sera-t-il licencié? C'est une question de négociation. Je veux dire que les 39 heures ne peuvent pas être déjà il y a des dérogations 35 heures qui sont déjà depuis quand même quelques années dans certaines entreprises et pas que les petites d'ailleurs. Mais les 39 heures, il faut bien qu'elles se justifient par, je ne sais pas, une situation économique délicate, par la baisse des commandes. Il faut que cette augmentation soit justifiée aux yeux du salarié. Un salarié qui ne comprend pas cet accord, je veux dire, cette obligation, comme vous l'avez exprimé, je suis d'accord avec vous, il ne comprendra pas ça. Très bien. Donc, alors, Quentin, souhaitez-vous réagir aux propos tenus par notre adversaire du soir? En effet, je conçois pleinement que possiblement une flexibilisation des conditions de travail peut aider, dans certains cas très précis, les petites entreprises. Cependant, considérons que ces petites entreprises sont victimes, et je dis bien victimes, des politiques globales des grandes entreprises, mais aussi des multinationales. Je veux revenir sur un point de cette loi qui considère qu'on ne doit plus considérer que la situation nationale, disons en France, d'une multinationale, pour l'autoriser à procéder à des licenciements économiques. Ce premier point me paraît complètement et me paraît être un avantage considérable, un véritable cadeau accordé à des multinationales qui peuvent avoir un chiffre excédentaire, être en situation de bonne santé économique au plan mondial, mais faire exprès, et je dis bien faire exprès ou pas, il y a des cas où c'est une stratégie d'imposition de se déclarer en déficit dans un certain pays pour pouvoir déclarer ses impôts ailleurs. C'est un cas très précis. Cependant, globalement, l'idée de ne considérer plus que le plan national est une très mauvaise chose pour moi. Premier point. Je veux revenir aussi sur un deuxième point de cette loi, qui est la fusion des instances représentatives du personnel. On peut considérer que dans une petite entreprise, ça peut simplifier la vie, évidemment. Mais encore une fois, ce qui peut être audible pour les petites entreprises ne peuvent l'être pour les grandes et très grandes entreprises. Parce qu'avec des budgets diminués, avec un nombre de représentants inférieur, il y aura forcément une moins bonne protection du salarié. Je pense que tu voudras réagir sur ça après. Je pense, oui. je parle pour lui. Je reviendrai sur un point. Donc, souhaitez-vous réagir sur cette fusion des comités d'entreprise et des comités d'entreprise? Mais sur la réponse globale, j'aimerais réagir. On parlait de stratégie, donc des entreprises qui licencient par rapport à des stratégies d'imposition. Donc, ils font des schémas fiscaux, si j'ai compris, pour échapper à l'impôt. Mais pourquoi ils échappent à l'impôt? Pourquoi ils veulent échapper à l'impôt? Parce que l'impôt en France,
Parce que l'impôt ne leur empêche les investisseurs n'incite pas les investisseurs à investir en France et des entreprises françaises. Vous parlez de la fusion des instances du personnel, mais je ne vois pas en quoi est le problème. On réunit en sein d'une même instance, donc peut-être un peu plus de clarté que quand il y en avait plusieurs. Les instances du personnel, vous me parlez de moins de représentants. Mais moins de représentants, pour moi, ne signifie pas moins d'efficacité. En tout cas, pour moi, le nombre n'égale pas la compétence ou l'efficacité. Pour moi, ça. En termes de budget. En termes de budget, vous parlez d'une baisse de budget. Ah, écoutez, une même instance, moins de moyens, mais tout est concentré. Tout est concentré. Toutes les instances sont concentrées. Je ne vois pas pourquoi il faudrait multiplier les instances salariales, alors qu'une grande instance salariale permet, à mon avis, pour moi, de permettre aux salariés de mieux se retrouver et de mieux comprendre le fonctionnement. Imaginons, il y a une seule personne. Le salarié va voir cette personne. Alors qu'à l'époque, nous devons avoir quoi, 2, 3 différents. Évidemment, parce qu'il y avait 2, 3 grands domaines et une personne ne peut pas se spécialiser. Et je veux bien comprendre et je veux bien considérer l'honnêteté de ton explication ici. La vraie question, ce n'est pas plutôt de pourquoi unifier les instances salariales, mais pourquoi devoir les sacrifier? À quel motif? Est-ce simplement pour un motif économique? On va sacrifier les instances salariales qui, si elles sont nombreuses, le sont pour un souci d'autonomie et de représentation plus saine de la société dans le monde du travail. Donc, on parlait de sacrifier des instances salariales. Moi, On les regroupe. Oui, je vois justement un regroupement. Pour moi, le sacrifice et le regroupement, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que une grande instance salariale, pour moi, ne met pas en danger la sécurité ou, j'ai envie de dire, les droits des travailleurs. Pour moi, c'est très simple. Pour moi, une seule grande instance salariale permet tout simplement une plus grande efficacité et même voire même une plus grande rapidité, quelque sorte. Donc, pour des motifs productivistes et économiques, mais n'avez-vous pas peur que le regroupement en une seule et même instance salariale qui serait globale favoriserait des actes de corruption? Ce serait plus facile de les atteindre, puisque siégeant tous au même endroit et se connaissant tous les uns avec les autres, on perdrait l'autonomie au profit, pourquoi pas, oui, d'une plus grande corruptibilité. Donc, je ne crois pas que la loi travail, notamment sur le point, crée une plus grande corruption. Mais vous me faites penser, j'aimerais savoir ce que propose la France insoumise lorsqu'il parle donc de la défense des salariés. Vous proposez quoi? C'est une question très globale. Et c'est compliqué parce que ça nous conduit à différentes conceptions du travail que nous n'aborderons pas. Effectivement, nous n'avons pas la même idéologie. L'efficacité. Mais juste pour revenir sur ces syndicats, cette fusion des syndicats qui permet d'avoir un seul représentant, notamment dans les TPE, PME. Les syndicats, des comités d'hygiène, etc. Et pensez-vous pas que ce système était archaïque? Que le tissu entrepreneurial a changé en France? Justement, c'est une adaptation au tissu actuel du travail en France. Certains syndicats et des opposants politiques dans l'opposition constante. Pensez-vous pas que c'est juste une simplification et non pas une réduction? Je considère que c'est une réduction. Parce que le patronat aura toujours un intérêt plus important à avoir des instances représentatives plus faibles et moins capables de défendre les intérêts des salariés. Pour moi, c'est une question idéologique de fond. Cependant, on peut considérer d'autres cas de société dans lesquels le partenariat patronat, syndicat fonctionne assez bien, mais ce n'est pas le cas de la France. Alors il faut faire un choix. Soit l'on continue dans cet archaïsme syndical représentatif, comme on entend souvent, et comme peut-être que nous aimerions continuer, ce soi-disant archaïsme, soit nous allons directement, comment dirais-je, dans une fausse union, dirais-je, pour le salarié. Cependant, j'aimerais reconsidérer la question suivante. Qu'est-ce qui vous conduit
à dire, sauf bien sûr à prendre l'exemple d'une PME en situation de difficulté. Qu'est-ce qui vous permet à La République en marche de dire que la protection, une protection trop importante du salarié entraîne nécessairement du chômage? Gavaro souhaitait répondre, j'imagine, et répondre sur le syndicat. Oui, alors oui, juste sur, je me permets encore une fois de revenir. Vous avez parlé de réduction. Moi, je ne vois pas en quoi. Enfin, je vois vos arguments. Malheureusement, je n'en trouve pas pour moi. La réduction des instances salariées. Donc, vous dites moins de protection, moins de sécurité, moins de liberté, peut-être aussi également pour le salarié. Mais le but du patron, c'est qu'avec ses salariés, il fait du profit. Sans ses salariés, il ne fait rien. Sans ses salariés, son activité ne peut pas se développer. Sans ses salariés, son chiffre d'affaires n'augmente pas. Donc, je ne vois pas. Et d'ailleurs, vous me dites, syndicat et patron, ça ne marche pas en France. Je suis quand même étonné de voir qu'il y a eu quand même plusieurs accords d'entreprise qui ont été conclus, serrage de main pris en photo dans plusieurs entreprises, qui permettent de mettre d'accord syndicats et patronat sur euh, des changements, par exemple, sur le temps du travail. Je suis étonné de voir que les syndicats, pour vous, sont aussi fermés à la discussion avec le patronat. Je suis étonné d'entendre que on parle de réduction. On parle juste d'un nouveau système qui permet de rassembler toutes les instances et qui permet, je trouve, une plus grande efficacité. Ce nouveau système, dans quelle vision du travail s'inscrit-il? Quelle est la vision macroniste, si je puis me permettre, du travail? En règle générale, vous Oui. parlez Non, de fusion des instances du personnel. En règle générale, qu'est-ce que cette loi apporte en termes dans l'histoire du travail français? Quelle vision apporte Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez que l'état du droit du travail, du marché du travail est en cohérence avec la réalité économique? Je pense pas. Moi, je pose Non, des non, questions. mais je suis d'accord. Ma C'est une question question était, rhétorique. quelle vision Non, mais je vous dis, du travail? c'est cela. C'est pas une perte de sécurité pour les salariés. C'est tout simplement plus grande compétitivité pour les entreprises. On libère le marché du travail, on permet de donner un nouveau souffle, on permet également plus de dialogue social et surtout de juste être sur le terrain économique actuel. Aujourd'hui, le chômage 9,5%. Aujourd'hui, la majorité des contrats sont des CDD. D'ailleurs, le gouvernement réfléchit à un système de bonus-malus pour les chefs d'entreprise s'ils emploient en CDD ou en CDI. Donc, pour moi, la vision économiste d'Emmanuel Macron, c'est tout simplement plus grande liberté, une réforme qui va coller à la réalité économique, et j'ai envie de dire plus de rapidité et en cas de coup dur d'une entreprise, plus de réactivité de la part de celle-ci, avec un dialogue qui sera déjà établi entre toutes les instances, toutes les instances du personnel et du patronat, et une réactivité plus rapide, notamment lorsqu'il s'agit de crise économique. Vous avez parlé de CDD, CDI, on donne la parole à Quentin de Gaulle. Vous avez aussi facilité l'embauche en ce qu'on appelle CDI de chantier. Concrètement, CDI de chantier, donc c'est un contrat plus long qu'un CDD. Donc il prend fin à une date précise. Et l'inconvénient pour l'employé, c'est qu'il n'a pas d'indemnité de licenciement. Comment justifiez-vous ce CDI de chantier? Alors moi, je suis pour le CDI de chantier pour une raison très simple. Par exemple, dans une entreprise de chantier, nous sommes d'accord que le salarié est embauché le temps du chantier. Nous sommes d'accord. Le temps de sa mission. Le temps de sa mission, s'il n'y a pas d'autres missions qui viennent derrière. S'il n'y a pas d'autres missions, s'il y a derrière. Mais pour moi, et pour connaître certaines personnes qui sont sur ce CDI de chantier justement, le marché du travail, pour eux, n'est pas un blocage. Je veux dire, ils arrivent à retrouver de l'emploi, pas dans tous les cas, je conviens totalement, mais qui arrivent à retrouver, il y a une fluctuation du marché de l'emploi qui se fait. Et vous dites, vous parlez de CDI de chantier, moi j'aimerais vous parler aussi de la suppression des contrats aidés, qui, pour un certain nombre de cas, sont extrêmement précaires et qui n'ouvrent pas la voie, notamment à un CDI. Un contrat aidé coûtait un contrat, par exemple, avec le crédit impôt entreprise qu'on avait, en coûtait 450 000.
Non, mais vous me parlez de ces chantiers, et en parallèle avec, vous me dites, on va instaurer ces chantiers, on va généraliser cela, disons, on va généraliser, au moins l'élargir. Je vous dis qu'à l'inverse, les contrats aidés ne sont pas des contrats qui aident en soi la personne. C'est des chantiers, vous ne craignez pas de mettre fin au CDI? Ben non. Ben non, parce que regardez, la preuve, le gouvernement réfléchit à un système, comme je l'ai dit, de bonus-malus sur l'employeur qui, s'il engage une personne en CDD, il va avoir une hausse de ses taxes patronales. Et s'il engage à CDI, donc pour une durée indéterminée, il va avoir une baisse de ses cotisations. C'est encore une fois un principe juste d'aider l'employeur à embaucher. Quand on est bon niveau d'accord avec cette vision de l'embauche, j'imagine que non. J'imagine non, parce que c'est le cas. Absolument pas. Je vous ai demandé qu'est-ce qui vous poussait à croire qu'une haute protection conduirait à plus de chômage. Vous m'avez pas répondu, je citerai plusieurs études sur le cas. Cependant, il faut, à mon avis, considérer que le CDI de chantier, c'est une façon de faire croire aux outsiders qu'ils vont être des insiders. Mais ils ne le seront jamais, parce que par définition, un CDI permet de pérenniser la situation sociale d'un salarié. Il permet de participer activement à la société de consommation que je critique, que nous critiquons, nous voulons en sortir. Cependant, actuellement, dans l'état des choses, un salarié qui a une situation économique pérenne pourra emprunter, pourra consommer, pourra investir. D'une part. De plus, je tiens à préciser que Alexis Kohler, qui est secrétaire général à l'Élysée, a dit il n'y a pas très longtemps, dans Le Temps, qui est un journal suisse, sur le travail, au bout du compte, l'essentiel est de savoir si les Français sont effectivement convaincus que mieux vaut des travailleurs pauvres que des chômeurs bien indemnisés. L'OCDE, en 2013, en s'appuyant sur une compilation d'études, montre l'impossibilité de conclure qu'une flexibilisation des conditions de travail et d'embauche conduit à une baisse notable du chômage. Dans le C'est dans l'air du 26 juin dernier, on posait la question à l'économiste Raymond Soubi. Y a-t-il des exemples de dérégulation du droit du travail ayant permis de réduire le chômage et la précarité des salariés? Oui, l'Allemagne. L'économiste répond L'Allemagne. Non. Monsieur De Gaulle, Question suivante. l'Allemagne. L'Allemagne a réduit ses droits salariés et aujourd'hui atteint un chiffre de l'emploi qui est très 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 bas. Au prix d'une précarisation immense. Et telle est la question de réduire le chômage et la précarité. On ne peut pas faire l'un et l'autre avec une politique macroniste. Deuxième exemple. Lors du 7-9 de France Inter du 21 septembre dernier, cela ne date pas de beaucoup, y a-t-il un lien prouvé et démontré entre la facilité à licencier et la facilité à embaucher? Car c'est la deuxième roue du carrosse du discours macroniste, qui était de dire si l'on peut embaucher, si l'on peut licencier, on peut facilement embaucher. La question est posée à Philippe Aguillon, qui répond, Philippe Aguillon, qui est économiste lui aussi, et qui était membre du Conseil d'analyse économique de 2006 à 2012. Sa réponse est: je pense qu'il y a des études, je ne peux pas vous dire quelle étude, mais enfin, c'est prouvé, c'est établi. Selon l'étude de 2015 de ce même Conseil d'analyse économique, je cite, il n'y a pas de corrélation démontrée entre le niveau de protection de l'emploi et le chômage. Réponse. Merci. Réponse à votre part, je crois. Merci pour cet exposé, c'est très intéressant. Mais alors, je suis étonné, juste pour votre dernier économiste, donc il s'appuie sur quelle étude? Justement, aucune. Je crois que c'était là une rhétorique. D'accord. Bon, vous me faites un raccourci monstrueux en disant que plus de licenciements égale plus d'embauches. Ce serait la politique macroniste. Moi, j'ai envie de vous demander vos solutions. Enfin, pas vos solutions, parce que ce ne sont pas des solutions à la vie, mais vos
réforme, parce que, bon, moi, j'ai lu le programme de Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment, du SMIC, et, un CDI pérenne, donc, enfin, pour le salarié, pas une activité pérenne, protéger le salarié, donc je ne pense pas qu'on détruit la protection du salarié, parce que même quand il est licencié, par exemple, on lui offre des heures de formation. On lui offre même Emmanuel Macron, pour ma part, j'étais resté sur un certain nombre d'heures inférieures à ce qu'il a annoncé vendredi soir. J'étais resté sur 100 heures de formation à proposer à un salarié licencié. Dimanche, enfin, il m'a agréablement surpris en disant que c'était entre 400 et 500 heures, à savoir plusieurs mois de formation dans les licenciés. Moi, la protection du salarié ne se limite pas seulement à son travail. C'est sa vie avant, c'est sa vie après, quand il est salarié, quand il démissionne. Pour vous, j'ai l'impression que la protection du salarié doit passer par une lutte contre le patron, doit passer par la réduction des droits des patrons. Mais citez-moi une économie où la protection du salarié était extrêmement importante. Je trouve qu'on a déjà une protection du salarié extrêmement importante et satisfaisante, en tout cas pour le moment, où on va fonctionner, taxer encore plus, parce que nos impôts sur la société sont extrêmement élevés quand même. L'un des taux les plus élevés. Nous considérons à la France Insoumise qu'il faut réduire l'impôt sur les sociétés à 25% pour les PME. J'étais juste à pas vous dire que l'impôt sur la société était très Je suis désolé de vous interrompre pour ce débat intéressant, mais il se trouve que on a perdu un peu de temps sur ces questions effectivement techniques et intéressantes. Donc, si vous voulez bien, on va passer au prochain thème, qui est lui aussi tout à fait technique et intéressant, à savoir l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes célibataires Oui, là, je pense qu'on va bien s'entendre. à la procréation médicale assistée. Oui. Donc, je vous demande d'abord à vous, Mathieu, de nous éclaircir un petit peu sur le point de vue d'Emmanuel Macron sur le sujet qui a révélé ces dernières semaines. Bon, déjà, posons les bases, la PMA est autorisée pour les couples stériles. Nous sommes d'accord. Le projet qui va avoir lieu en 2018, puisque ça a été annoncé, cette discussion en 2018, sera pour l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux femmes en couple homosexuel. Si je peux m'exprimer ainsi. Vous pouvez. Voilà, c'est gentil. Donc cette démarche est d'ailleurs encouragée, voire puisque le comité consultatif national d'éthique a rendu un avis favorable pour cette ouverture de la PMA aux couples homosexuels femmes et aux femmes seules, en date, je crois, du 27 juin 2017. Exactement. Mais effectivement, il y aura un débat sur cette PMA, puisque c'est une question qui peut, on le comprend tout à fait, la République en marche peut cristalliser certaines opinions, peut diviser la société, c'est pour ça qu'il y aura un débat, c'est pour ça qu'il y aura des consultations et des discussions après sur la GPA. Parce que je crois qu'on On en parlera plus tard. Voilà. Pour l'instant, restons sur la PMA. Donc, je vous ai dit le projet pour 2018. D'accord. Une question parmi vos députés à la République en marche, même vos ministres. Il y a des gens qui ont voté contre le rapport mariage pour tous et donc qui se sont opposés à ce projet de PMA pour tous. Comment aujourd'hui, maintenant qu'ils sont avec Emmanuel Macron, peuvent voter pour? Je pense notamment à Bruno Le Maire, par exemple, qui a été un ambassadeur de la loi contre le mariage pour tous. Edouard Philippe aussi également, a dit qu'il avait voté contre, effectivement. Non, il s'est abstenu, monsieur Edouard Philippe. Ah, pardon, il s'est abstenu. Mais il n'était pas pour la PMA, c'est ça. Pour la PMA. Le mariage pour tous, 2014, Effectivement. 2017, aujourd'hui nous sommes. Je pense que le principe d'évoluer, je pense qu'il est accessible à tous. Je pense que chacun va de sa propre opinion. Après, s'ils sont contre, bah écoutez, libre à eux d'exprimer leur opinion. Mais je pense que Évolution, pas de clientélisme. évolution. Monsieur Quentin Debaune, sur cette loi, qu'en pensez-vous? Encore une loi, mais sur le Ouais, projet. sur le projet, sur la PMA, sur la pardon. PMA. Je dirais que d'un point de vue personnel, c'est une bonne chose. Le groupe de la France Insoumise, et je pense aussi que le groupe communiste et même les socialistes aussi, voteront pour une loi de progrès social. Vous entrez en accord avec Emmanuel Macron? Bah, je pense qu'on Avouez qu'il y a intérêt à t'entendre, avouez quand même. On peut en trouver un sur certaines questions sociétales. Cependant, il ne faut pas oublier que cette loi peut constituer, comme pour M. Hollande, un os à ronger pour la gauche, dans le sens où
le mariage homosexuel était la seule loi de gauche qui a été élue, excusez-moi, qui a été votée sous le quinquennat Hollande. Est-ce que la PMA ne va pas être la loi du mariage pour tous de M. Macron? Je me demande bien. Parce que dans un temps parallèle, il faut considérer que M. Macron est très rétrograde sur les questions des libertés collectives et notamment en instaurant des mesures de l'état d'urgence de manière permanente dans le droit commun. Encore la question, on reste sur la PMA. Oui, oui. Et puisque vous êtes apparemment tous les deux d'accord, on va plutôt passer à un sujet qui paraît sûrement plus clivant, à savoir la GPA dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Je laisse la parole à Quentin Debonne. GPA, félicitations pour eux. La question est, d'une part, la GPA peut permettre à des personnes qui sont incapables de porter un enfant d'en avoir un. Évidemment, c'est la raison d'être de la GPA. Cependant, étant donné la tendance manifeste des individus à marchandiser leur corps, il faut se poser la question de l'éthique. Il faut se demander si vraiment on peut permettre à tout le monde de vendre son ventre pour des personnes qui, peut-être par luxe, voudraient se passer de la grossesse. Vous utilisez le mot vendre, mais il n'y a absolument aucune question d'un achat d'enfants ou de femmes en gestation. Il peut y avoir des dérives. C'est un don. Il y a des dérives commerciales du corps de la femme. Aux États-Unis, regardez par exemple. Mais les dérives peuvent être contrôlées à partir du moment où on parle de commerce du corps. Je ne pense pas. Il y a effectivement, par exemple, un marché noir des organes, mais Bien sûr, mais il est relatif. La question, c'est que je ne suis pas fermé à la question de la GPA. Êtes-vous pour? Je ne dirais pas que je suis pour non plus, parce que, on va dire qu'exceptionnellement, ça reste un des domaines dans lequel l'idéologie n'a pas son mot à dire. Et que c'est vraiment une question personnelle, et je ne me suis pas posé cette question en soi, parce que je ne suis pas le premier concerné, on va dire. Je ne me sens pas impliqué dans la question de la GPA. Je vois d'autres thèmes comme prioritaires. Demain, si la France Insoumise doit voter à l'Assemblée nationale pour la GPA, ils voteront-ils pour ou voteront-ils contre? S'abstiendront-ils? Considérant la position des cadres de la France Insoumise, de M. Mélenchon qui disait qu'il était contre la GPA, parce que la considérant comme étape supplémentaire de la marchandisation du corps. Mais il a dit aussi qu'il changerait d'avis si un jour une milliardaire proposait de porter l'enfant, je dirais, ce n'est pas son terme, mais du prolétaire. Voilà, c'est l'idée. Donc c'est vraiment une position non fixée. Votre avis sur le sujet, Mathieu? ben, nous, c'est tout à fait clair. Nous sommes contre. Emmanuel Macron l'a rappelé. Nous voulons préserver le corps de la femme. Vous dites que les dérives peuvent être contrôlées, mais ouvrir un GPA, pour moi, est signe d'une ouverture commerciale du corps de la femme. Et c'est ça que nous voulons pas qu'il y ait. Donc, de toute façon, c'est contre. Il n'y aura pas de questions à se poser ni dans le quinquennat, ni dans ce quinquennat, en tout cas, ni dans les prochaines années. Emmanuel Macron est contre. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que la GPA est une interdiction posée par le Code civil. C'est une infraction. En France, oui, bien sûr, Bien je sûr, vous mais il manifeste que certains couples français vont à l'étranger pour pratiquer la GPA. Bien sûr, mais attendez, regardez, on ouvre la PMA aux femmes seules et aux femmes homosexuelles. Chaque chose en son temps, c'est ça? Attendez, l'adoption pour les couples homosexuels. Donc, et même l'adoption pour tous les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, les couples stériles, j'y pense, ou même d'autres couples qui ne souhaitent pas passer par la PMA. Donc, pour le moment, il n'est pas des questions d'ouvrir ce dossier. Notre position est claire, nous sommes contre. D'accord. Savez-vous combien il y a de PMA en France chaque année? Environ 45 000. Donc, est-ce que ce serait pas un petit peu surévaluer les dangers d'ouvrir à la GPA, qui finalement est un autre moyen pour les couples stériles d'accéder à la filiation, puisque celui-ci ne concerne qu'une frange tout à fait réduite de la population? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que vous parlez de la PMA, programme médicalement assisté. Bon, le GPA, c'est la gestation pour autrui. Déjà, je trouve que
les termes ne sont pas les mêmes. La démarche n'est pas les mêmes. Et même la démarche psychologique, j'ai envie de dire, n'est pas la même. Et donc, dans ce cas-là, la GPA s'associe à une marchandisation du corps, comme l'a dit mon interlocuteur, et nous ne voulons pas ça. C'est tout. Donc, les risques, ils existent. Je suis d'accord. Voilà, c'est formidable. Vous êtes d'accord? C'est rare. On va plus savoir quoi dire. Si vous êtes d'accord. Bon, du coup, on va passer au thème suivant. Content de vous voir d'accord sur un sujet. Ça, c'est rare pour être notifié, je pense. Donc maintenant, nous allons parler de suppression de l'ISF. Bon, alors, tout d'abord, le mot suppression, alors, soyons clairs, ce n'est pas une suppression totale, c'est une suppression sur des valeurs mobilières. Quelles sont ces valeurs mobilières? Donc, ce sont les actions, les obligations, les plans par logement et les livrets A. En gros, tout ce qui est placement de fonds monétaires. D'accord, Monsieur Cavaro, déjà, juste pour Oui, introduction. et je précise que le gouvernement et encore pour parler avec cette réforme, pouvons peut-être l'ouvrir à des valeurs mobilières telles que les bateaux, les produits de luxe. D'accord, donc c'est donc concrètement, donc ça sera 5 milliards en moins dans la caisse de l'État. Pensez-vous donc que cette mesure, enfin pas phare, ce n'était pas phare, mais cette mesure de suppression de l'ISF est nécessaire en France? Écoutez, faut regarder la situation actuelle. Les investisseurs partent à l'étranger, font des schémas économiques fiscaux pour ne pas payer d'impôts en France. Et donc, la suppression de l'ISF, ce n'est pas un cadeau fait aux riches, j'entends déjà mon contradicteur le dire. C'est juste un signal fort envoyé aux investisseurs pour qu'ils puissent revenir, pour qu'ils réinvestissent en France et dans les entreprises françaises. Et d'ailleurs, je vous signale au passage que l'argent réinvesti en France ne sont pas taxés. C'est une possibilité. De toute façon, il faut tenter. Parce qu'on va dire que c'est pas la seule. Si on supprime les SS, ça ne veut peut-être pas encourager forcément les investisseurs à revenir. Mais on les encourage à revenir. C'est le principe même de la suppression, la transformation de l'ISF, pardon. Les dividendes en fait, du CAC 40 n'ont jamais été aussi hauts. Et pourtant, l'investissement en France est au plus bas. Pensez-vous vraiment que c'est la mesure qui va mettre le réinvestissement? Et bien sûr, mais bien sûr, parce que vous me parlez des dividendes, mais la suppression de excusez-moi, je n'arrive pas à y arriver, la transformation de l'ISF, c'est pas que sur les dividendes. Et encore, le gouvernement a pu mettre son opinion sur d'autres valeurs mobilières ou immobilières qui vont être moins taxées, ou voire pas du tout taxées. Le seuil pour être taxé à l'ISF, c'est 1,3 million d'euros de de patrimoine, pardon. Ce sont donc les grosses fortunes, ce sont donc les investisseurs qui, justement, partent à l'étranger. C'est un constat sans appel. La France n'est plus compétitive. Les investisseurs, il y en a de moins en moins. La taxation faite par François Hollande a aussi permis une dégradation des investissements en France. Donc, il faut redonner espoir aux investisseurs, redonner espoir et leur tendre une main parce que c'est eux qui amènent les investissements. Alors, monsieur Debaune, suppression d'une partie de l'ISF pour l'investissement? Absolument pas. Parce que considérons ceci, et je dirais que même tous les économistes seront d'accord sur cette question, hétérodoxes comme orthodoxes. C'est un constat commun, partagé, que les ménages plus aisés ont la moindre proportion à consommer un revenu supplémentaire qu'ils pourraient avoir. Il y a deux façons pour ces assujettis à l'ISF de participer à la croissance: la consommation et l'investissement. La consommation, cette chose est simple, ils ne vont pas consommer plus, ils ne vont pas s'acheter un yacht ou un avion en plus, ils ne vont pas embaucher 10, j'allais dire serviteurs, un petit peu dur, employés domestiques supplémentaires. Donc l'argument de dire que les riches vont consommer plus est fondamentalement erroné. Deuxième point, l'investissement des grandes fortunes en matière économique. Comment peut-elle s'opérer? Vous allez me dire, en achetant de nouvelles actions et en finançant la production économique. Bon. Je vous dirais que à peine 10 milliards de nouvelles actions sont émises chaque année.
je crois que c'était 13 milliards en 2014, c'était 10 milliards en 2015. Bref, il y a même une tendance à la diminution de l'émission de nouveaux titres financiers. Or, c'est le seul moyen qui existe pour une grande fortune d'investir réellement dans l'économie. Parce que participer à l'achat-revente spéculatif de dividendes sur les marchés secondaires boursiers, ça ne favorise pas l'économie. Au contraire, je dirais qu'avec 2008, on a bien vu que ça ne favorisait, mais vraiment pas, l'économie. Alors, cet exemple de dire que, en baissant les SF, on va envoyer un signal en disant oui, j'étais un petit peu emballé sur la question de la consommation, simplement, j'aimerais rappeler que cette question de la propension à la consommation en fonction du revenu est calculée par un coefficient qui porte le nom d'un économiste, Keynes, coefficient keynésien, et est un des sujets les plus débattus par les économistes et qui ont leur vision politique. Monsieur, vous souhaitez réagir sur les propos de... Alors non, je voulais revenir sur une remarque que j'ai entendue tout à l'heure. Les plus aisés consomment pas ou peu en France. C'est ça que vous m'avez dit. Les plus aisés. Si on leur accorde un revenu supplémentaire, ils ne le consommeront pas, ils l'épargneront. D'accord, mais à l'heure actuelle, parce que pour me dire ça, il faut bien avoir des chiffres actuels. C'est quoi la situation actuelle? Parce qu'il y a une coutume française de taxer et de retaxer et de re-retaxer les revenus les plus grands. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Un seuil, je ne sais pas, un seuil d'imposition ou à partir du moment où on prend tout? 14 tranches. D'accord, 14 tranches, sans parler des DSF. Je parle à partir du moment, pour vous, à quel moment nous sommes riches? À quel moment nous devons encore payer plus d'impôts qu'aujourd'hui? 14 tranches, c'est le projet de Jean-Yves Mélenchon. Oui. À partir de quand on est riche? Je dirais à partir du moment où l'accumulation de capital ne permet plus, dépasse la... Comment dirais-je? C'est une bonne question de se poser la question à partir de quand on est riche. Trouvez-vous ça juste qu'on taxe, que du coup l'ISF ne concerne pas les biens immobiliers? On taxe finalement que les valeurs mobilières. C'est le deuxième aspect de la question. Je souhaiterais d'abord répondre très rapidement à la question, mais j'y reviens. Oui, pas de souci, je reviens après. Le fait de ne plus taxer que les valeurs mobilières, Ça sera plus que les valeurs immobilières. Plus que les valeurs immobilières, cela réduit. Excusez-moi, j'ai un petit trou, ça arrive. C'est pas grave du tout. Que l'on connaît bien, d'ailleurs. Alors, trouvez-vous ça juste, simplement, fondamentalement? C'est la question de la redistribution, finalement. Ah, concrètement. Oui. Trouvez-vous ça juste qu'on laisse des gens qui sont riches ou non, selon la définition qu'on en fait? Trouvez-vous ça juste que des gens qui peuvent posséder plusieurs biens immobiliers, donc des appartements, des immeubles, peuvent les mettre en location, payeront toujours l'ISF, alors que ceux qui ont des obligations ne payeront plus l'ISF? C'est complètement injuste parce que les plus petits propriétaires ont comme patrimoine exclusivement un patrimoine immobilier qui peuvent faire fructifier comme tu viens de le faire remarquer, Loïc. Cette fructification du petit propriétaire peut poser un problème sur le plan idéologique, mais telle n'est pas la question. Ne focaliser uniquement l'ISF sur l'immobilier, c'est donc oublier tout ce qui est financier, et ce sont les revenus financiers J'aurais peut-être besoin de faire une pause après, mais les plus grandes fortunes, évidemment, ont un plus grand intérêt à ne plus se voir imposer sur leurs revenus principaux qui sont financiers. C'est vous répondre, Mathieu. Oui, alors juste sur une remarque, vous avez utilisé le mot petit propriétaire. L'impôt sur la fortune immobilière, puisque ça va s'appeler comme ça, concerne quand même les patrimoines de plus de 1,3 million d'euros. Donc les petits propriétaires, déjà de base, maintenant, ne sont pas assujettis à l'ISF, pour moi en tout cas. Mes parents sont propriétaires, je ne pense pas qu'ils payent l'ISF. Donc rectificatif du terme, on va dire des moyens propriétaires. D'accord. Aussi, petite précision, donc vous m'avez dit que la suppression de l'ISF,
faire une diminution de 5 milliards d'euros de recettes pour l'État. Oui, c'est ça. Les recettes de l'État globales, sur une année, c'est 247 milliards. Je pense que amener ça, comparer la masse de recettes globales à la masse des recettes de l'ISF, c'est quand même Avec 5 euros d'appel en moins, combien ça fait de milliards? Bah, peut-être que, du coup, pourriez-vous nous expliquer le choix d'Emmanuel Macron de baisser les appels de 5 euros et en même temps de supprimer l'ISF sur les valeurs mobilières? Et parce que Emmanuel Macron s'est exprimé à ce sujet-là, je crois qu'il a quand même demandé aux propriétaires de payer également, de baisser également les loyers de 5 euros. Mais c'est très intéressant comme question parce que vous faites appel à une autre question qui me pose, c'est les abus. Vous savez que notamment à Paris, pour avoir visité des appartements, je le connais, les agences immobilières partent du principe que vous avez payé tel loyer, que vous allez donc toucher tant d'APL, et donc du coup vous augmentez les loyers en prenant en compte les appels que vous avez touchés. C'est-à-dire que schéma classique, vous payez 500 euros de loyer, vous avez 150 euros d'APL, et ben l'agence immobilière va vous le louer à 750, mais ils vont vous dire, à 650, ils vont vous dire, vous inquiétez pas, vous avez 150 euros. Mais si on part de ce postulat-là, une baisse de 5 euros est significative. Faire baisser les chiffres de loyer, vous en êtes conscient. Et bien sûr, mais en soi, la baisse de 5 euros, c'est juste, on entend un scandale sur la baisse de 5 euros. En tout cas, pour, je pense, une partie des étudiants, c'est insignifiant, ou du moins c'est très peu par rapport, par rapport aux appels total. Je sais, je bénéficie des APL. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi j'en bénéficie, parce que je ne suis jamais trop dans le besoin. Pourtant, il faut faire une demande pour les avoir. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Donc, si vous dites que vous demandez pourquoi vous les bénéficiez, c'est parce que vous les avez demandés. Oui, non, mais ça, c'est des considérations privées pour mes parents, etc. Ça, c'est autre chose. Plus d'autonomie de l'étudiant. D'accord. Quentin, alors 5 euros d'appel, qu'est-ce que c'est 5 euros d'appel après tout? Ce n'est pas seulement 5 euros. Il faut considérer que c'est une pente, que c'est une vision. Dire que parce que l'État dépense 80 milliards d'euros par an en aide au logement et qu'il y a toujours des mal logés, donc le problème c'est que l'État dépense trop, c'est un discours qui est récurrent. Justifier ces 5 euros d'économie par des contraintes budgétaires, encore une fois, c'est un argument récurrent. Je considère qu'il y a d'autres sources importantes de financement de l'État, et notamment À l'encontre des investisseurs. en partie. Du grand capital. Méchant capital. Vous me volez les mots de la bouche. Ah, Jean-Luc Mélenchon s'est quelque peu amusé à l'Assemblée en montrant 5 euros par un étudiant. Je pense qu'il y a de nombreux cas d'étudiants qui correspondent. C'est-à-dire qu'on a à la fois une part d'étudiants plus ou moins nantis, dont je peux faire partie, grâce à mes bourses, bien sûr. Mais il y a aussi une grande part d'étudiants qui sont dans une situation de précarité extrême. Et pour eux, 5 euros, ça veut dire quand même 1 ou 2 jours de repas. Du coup, 5 euros, c'est pas grand-chose. En valeur absolue, c'est en fonction du revenu et de la capacité pour l'étudiant de subvenir à ses besoins. Mais c'est un très mauvais signal, c'est une très mauvaise chose pour nous. Et là, je parle au nom de mes amis de Solidaires étudiants. C'est un point d'accro majeur avec la politique de M. Macron. je tiens quand même à préciser que dans ma formule 5 euros, c'est pas grand-chose. Je veux pas dire que pour certains étudiants, cela ne représente pas grand-chose. Je suis persuadé que des étudiants sont dans le besoin, et même beaucoup, mais après, ça serait dans une politique pour les étudiants plus globale. On parle des appels, on peut également parler de ce que fait Macron pour les étudiants également. Je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Emmanuel Macron a demandé solennellement aux propriétaires de baisser les loyers. Vous pensez qu'une demande solennelle suffit pour que les propriétaires baissent leur loyer? Rien ne l'a pas fait. Moi non plus. C'est un signal, c'est un message aux propriétaires d'y répondre. Je connais des propriétaires qui l'ont fait. Alors,
Mais je connais des propriétaires qui l'ont fait et je trouve que c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Si vous considérez pour un propriétaire, donc pour quelqu'un qui peut loger les étudiants, qui peut avoir plusieurs locations, voire plusieurs chambres de bonne, imaginons à Paris ou plusieurs autres logements étudiants, s'il considère que pour lui 5 euros c'est la fin du monde, il faut avoir quand même, je pense, certaines mentalités. Je vais vous répondre. Quentin, Pas nécessairement. pas nécessairement. Donc, cette soirée touche à sa fin. Est-ce qu'avant de conclure, est-ce que vous donnez mettre un petit mot sur ce débat, sur ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de votre adversaire, ce que vous avez pensé de l'ambiance? Très sympa, hein, une ambiance très sympathique. Non, je tenais d'ailleurs à vous remercier de cette invitation et nous serons ravis en marge de redébattre avec des adversaires tant variés que les courants politiques en présence en France. Je tiens aussi également à dire que chez Général Macron, nous recrutons. Nous sommes en plein essor, nous grandissons de jour en jour, donc il est important également de faire un message à nos auditeurs pour qu'ils puissent savoir que nous sommes présents dans le département, bien présents. Donc ils peuvent directement nous contacter sur Facebook et sur notre page avec Macron des Alpes-Maritimes. Voilà. Merci encore. Merci à vous, Quentin. Ben, je considère que c'était un bon débat, malgré le fait que je sois un novice total et que c'était donc mon baptême du feu en tant qu'expression et de débat argumenté, construit. Et surtout retransmis. Et surtout également moi aussi, hein, mon premier débat. Donc, vous me pardonnerez mon manque de verbe. Je serais ravi absolument de continuer à débattre avec les macronistes, mais aussi avec les autres tendances politiques niçoises. Je précise que j'aimerais bien, et mes amis aussi, aborder les questions écologiques, sociales, mais aussi de liberté fondamentale. C'est une petite topic dessus, mais on n'en va pas parler. Très bon sujet, très bon sujet. Et donc, je tiens à préciser aussi que les mouvements locaux de la France Insoumise, qui n'est pas un vrai parti, qui se constitue, on aura bientôt Une antenne à Nice, il me semble, c'est ça. Il y a une antenne qui va se créer à Nice, c'est ça. nous avons des groupes d'appui à Nice qui s'organisent peu à peu. Mais je tiens aussi à parler maintenant pour Solidaire, parce que l'un n'exclut pas l'autre. Et nous recherchons aussi activement des militants. Nous proposerons très bientôt des formations, des débats aussi, et des transmissions de documentaires dans les facultés. C'est pourquoi nous essayons de nous implanter dans les campus divers de Nice, ce qui n'est pas toujours facile. Mais à présent, je tiens à vous remercier tous, parce que c'était un bon moment et que c'est bien de mettre ces idées à la pratique du débat. Quant à moi, je souhaite remercier évidemment nos intervenants ici présents, les auditeurs qui nous ont écoutés, et plus particulièrement Loïc Bonin, sans qui cette formidable association n'existerait pas. Merci à toi. Je vous remercie également tous les deux, et particulièrement Maxime pour aller dans la radio. Je remercie également la radio universitaire niçoise, la RUN. Donc, vous pouvez aller à ma page Facebook directement ou la page Instagram. C'est pareil pour le Front politique niçois. On a une page Facebook, même Twitter maintenant et Instagram. N'hésitez pas à aimer la page. Nous vous remercions et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. À vous aussi. Et là, c'est le moment où tout le monde range ses fiches quand c'est encore en direct. Voilà. Comme au JT.